À la fin de la guerre, les Alliés se sont lancés à la recherche des responsables du régime nazi. Mais bien souvent, ce ne sont pas les dirigeants qu'ils trouvaient, mais leurs épouses, victimes des circonstances ou complices silencieuses des crimes du régime. Gerda Bormann est née en 1909 à Constance, dans une famille profondément nationaliste. Très tôt, elle adhère aux idées du national-socialisme et rejoint le NSDAP avant même son mariage. En 1929, elle épouse Martin Bormann, futur chef de la chancellerie du parti nazi et secrétaire personnel d'Hitler. Le couple élève 9 enfants. Gerda s'implique activement dans la propagande du régime, soutient les thèses raciales et fréquente les plus hauts cercles du pouvoir nazi. En 1945, alors que l'armée rouge approche de Berlin, elle tente de fuir. Se faisant passer pour la directrice d'un orphelinat, elle traverse les Alpes avec 4 de ses enfants déguisés en orphelins et rejoint le Tyrol du Sud. Cachée dans un petit village, elle est diagnostiquée d'un cancer des ovaires à un stade avancé. Elle meurt en mars 1946 dans un hôpital pour prisonniers de guerre, sans savoir que son mari s'est suicidé en ingérant du cyanure. Jamais elle n'a exprimé le moindre regret, ni renié ses convictions. Magda Goebbels incarne jusqu'à l'absurde la dévotion au nazisme. Née en 1901, elle passe son enfance en Belgique avant de retourner en Allemagne. Elle se marie en 1921 avec l'industriel Günther Quandt, dont elle aura un fils. Le mariage se solde rapidement par un divorce. En 1930, elle rencontre Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie et orateur charismatique malgré une infirmité physique. Leur union, bénie par Hitler lui-même qui en fut le témoin, devient autant politique que personnelle. Magda adhère corps et âme à l'idéologie nazie. Ensemble, ils auront 6 enfants. En avril 1945, alors que le régime s'effondre, la famille Goebbels s'installe dans le bunker d'Hitler à Berlin. Après le suicide du Führer le 30 avril, Magda prend une décision atroce. Le 1er mai, elle fait administrer du morphine à ses enfants avant de leur faire avaler du cyanure. Le soir même, elle se donne la mort aux côtés de son mari. Magda déclarait qu'une vie sans nazisme ni Troisième Reich n'avait aucun sens. Jusqu'à la fin, elle reste fidèle à ses croyances, sacrifiant ses enfants pour une idéologie disparue. Dans sa lettre d'adieu, elle ne montre aucun remords. Les historiens la décrivent comme la première dame du Reich et l'une des plus ferventes partisanes d'Hitler. Ilse Hess reste l'une des femmes les plus énigmatiques du cercle nazi. Née en 1900 dans une famille bourgeoise de Munich, elle étudiait la bibliothéconomie et la littérature allemande. Dans les années 1920, elle fit la connaissance de Rudolf Hess, futur adjoint du Führer. Leur relation était complexe. Hess était réservé, asexué, mais tous deux partageaient une passion pour le romantisme allemand. Ils se marièrent en 1927. Après la naissance de leur fils en 1937, Hess se plongea totalement dans son travail. En 1941, dans un acte désespéré, il s'envola vers la Grande-Bretagne pour proposer la paix, mais fut arrêté et passa le reste de sa vie en prison. Après-guerre, Ilse fut arrêté à Munich et interné, puis libéré en 1948. Jusqu'à sa mort en 1995, elle resta fidèle aux convictions de son mari et publia des ouvrages défendant ses actions. Elle n'a jamais renié le nazisme. Dans sa vieillesse, elle demanda à être enterrée à côté de son époux, qu'elle considérait comme un prisonnier de paix. Elle affirmait que Hess était un héros et que sa mission était noble. Elle assista jusqu'à la fin à des réunions néo-nazis. Même dans ces dernières années, ses livres circulèrent chez les cercles d'extrême droite en Allemagne. Épouse d'un des criminels les plus redoutés du Troisième Reich, Margaret Himmler est née en 1893. Diplômée d'une école d'infirmière, elle s'est engagée dans la Croix-Rouge allemande avant d'épouser Heinrich Himmler, futur Reichsführer de la SS. Ensemble, ils ont eu une fille, Gudrun, élevée dans un climat d'endoctrinement idéologique profond,
Femme autoritaire, réservée et souvent aigrie, Margaret vivait isolée, entretenant une correspondance amère avec son mari, pleine de jalousie et de haine envers les Juifs. Elle participait à certaines cérémonies SS et inspectait les hôpitaux militaires. Pendant la guerre, elle dirigeait le département caritatif de la Croix-Rouge allemande, contrôlé par la SS. Elle entretenait des liens étroits avec les épouses d'autres hauts dignitaires nazis, consolidant ainsi un réseau idéologique féminin. Après la capitulation, elle fut arrêtée par les forces américaines. En 1948, elle fut désignée comme bénéficiaire du régime nazi. Bien qu'elle n'ait pas été condamnée comme criminelle, elle perdit sa pension et ses droits civiques. En 1953, elle fut reclassée comme sympathisante. Libérée, elle vécut chez sa sœur et disparut de la vie publique. Jusqu'à sa mort en 1967, elle ne renia jamais les actes de son mari. Elle prit soin de Gudrun jusqu'à la fin. Les lettres retrouvées après sa mort témoignent de la vision du monde partagée par l'élite nazie. Peu connue du grand public, Hedwig Potast fut pourtant au cœur du pouvoir nazi. Née en 1912, elle se destinait à une carrière de traductrice avant d'intégrer, en 1936, le cercle rapproché de Heinrich Himmler comme secrétaire personnel. Très vite, leur relation devint intime. Himmler ne prit même pas la peine de la cacher, pas même à Hitler. Margaret, son épouse légitime, humiliée, finit par tolérer l'indésirable. En 1941, Hedwig disparut de la scène officielle. Elle s'installa dans une résidence discrète en Mecklembourg, où elle donna naissance à 2 enfants du chef des SS. Dans l'ombre, elle poursuivit une vie ambiguë, maternité paisible et proximité silencieuse avec l'appareil répressif. Certains témoignages font état d'objets macabres dans sa maison, fabriqués à partir de restes humains. D'autres parlent de biens volés aux déportés, offerts en présent. Après 1945, elle tenta de fuir, sans succès. Arrêtée par les forces américaines, elle fut interrogée. Elle nia tout lien avec les crimes du régime. Elle ne fut jamais poursuivie. Potast garda ensuite le silence. Même la fille de Himmler, en quête de réponse, se heurta à son refus. Repliée sur elle-même, elle mourut en 1994. Ses voisins la décrivaient comme fantomatique. Son nom a disparu des archives officielles, mais les ombres qu'elle laissa derrière elle demeurent. Actrice de formation, Emmy Göring est née en 1893 et a d'abord fréquenté les scènes de théâtre allemandes. Très tôt, elle côtoie les cercles militaires et politiques. Veuve d'un officier tombé pendant la Première Guerre mondiale, elle épouse Hermann Göring en 1935. Rapidement, elle devient l'un des visages les plus visibles du régime nazi. Avant l'ascension de Magda Goebbels, elle est considérée comme la première dame du Reich. Elle organise des réceptions somptueuses, s'affiche aux côtés d'artistes et cultive une image de femme élégante. Hitler, lui, la jugeait superficielle et s'en méfiait. Mais dans l'intimité, elle exerçait une réelle influence sur son mari. Elle soutenait pleinement sa carrière et adhérait aux principes du régime. Pendant que l'Allemagne souffrait, Emmy vivait dans l'abondance. À la fin de la guerre, elle est arrêtée par les Américains en Bavière. En 1948, on la classe comme bénéficiaire du nazisme. Elle n'est pas condamnée, mais reste 2 ans sous surveillance. Elle finit sa vie discrètement à Munich. Jamais elle ne reniera son engagement. Göring la décrit dans ses écrits comme une épouse loyale et déterminée. Elle meurt en 1973, fidèle à ses convictions. Les archives révèlent son adhésion au système nazi. Pour de nombreux historiens, son rôle fut actif, assumé et volontaire. Leur rôle, et surtout, poursuivez votre découverte de l'histoire. Ici, les faits parlent d'eux-mêmes. On les a longtemps relégués à l'arrière-plan de l'histoire. Pourtant, les femmes qui partagèrent la vie des chefs nazis jouaient un rôle bien réel. Elles soutenaient l'idéologie, la diffusaient dans la sphère familiale et légitimaient par leur présence un pouvoir criminel. Après la guerre, peu ont été jugées et nombre d'entre elles ont poursuivi leur vie sans jamais exprimer le moindre regret. Leur parcours nous rappelle à quel point la banalité peut nourrir l'horreur. L'histoire n'est pas faite que de décisions politiques. Elle s'écrit aussi dans les silences, les gestes du quotidien, les choix privés. Lorsque l'idéologie s'infiltre dans l'intime, la frontière entre soumission et adhésion devient floue, et la violence finit par sembler naturelle. Ces biographies sont autant de miroirs d'alerte. Comprendre le passé, c'est prévenir les dérives du présent. Restons attentifs aux signes qui annoncent l'extrémisme. Refusons l'ambiguïté, défendons la mémoire lucide. Ces récits doivent être transmis, discutés, débattus.
Chaque témoignage éclaire un angle mort de notre compréhension du mal. L'histoire n'est jamais figée, elle interroge toujours notre présent. Si cette vidéo vous a apporté des éclairages, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Partagez vos réflexions en commentaire. Ces femmes ont-elles choisi ou subi leur rôle? Et surtout, poursuivez votre découverte de l'histoire. Ici, les faits parlent d'eux-mêmes.